Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Expérience des aînés francophones qui reçoivent des soins de longue durée par les conseils de famille Ontario et le réseau francophone des conseils de famille Ontario. Je m'appelle Taeyong pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis en support aux événements bilingues au Conseil des familles Ontario et il me fait plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons comme invité Jacinthe Savard et Solange Van Kemenade qui seront présentés par Sylvie du réseau suite à mon introduction. Alors, avant de débuter, j'aimerais faire une reconnaissance des territoires. Je vous joins aujourd'hui de Toronto et nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Crédit. Alors, avant de passer la parole à Sylvie, j'aimerais vous aviser que le webinaire d'aujourd'hui est présentement enregistré et va être publié sur la chaîne YouTube des Conseils de famille Ontario la semaine prochaine. Et comme vous pouvez le voir, nous avons l'option de poser des questions dans la boîte Q&A. Alors, il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation, une période interactive. Alors, je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez les poser pendant le webinaire et nous allons les adresser à la fin. Et si vous avez des questions plus logistiques ou des questions plus techniques, je vous invite à les mettre dans le clavardage et je pourrai vous assister. Ou si vous voulez simplement partager des commentaires ou jaser, vous pouvez utiliser la fonctionnalité du clavardage. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Sylvie pour présenter nos conférencières. Merci, Taeyong. Moi, c'est Sylvie Sylvestre. Je suis la présidente du réseau francophone des conseils de famille Ontario. Et puis, j'ai le plaisir de vous présenter Jacinthe Savard, professeure émérite à l'Université d'Ottawa, qui est retraitée de l'École des sciences de la réadaptation, et Solange Van Kemenade, sa collègue associée de recherche aussi de l'Université d'Ottawa. Donc, bienvenue, mesdames. Merci. Je vais commencer par partager mon écran pour pouvoir euh, vous afficher ma présentation. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre étude à laquelle certaines personnes parmi vous ont participé, probablement en accordant une entrevue à ma collègue Solange. On vous remercie. Une recherche ne pourrait pas exister là, sans la contribution des participants. C'est la richesse de vos contributions aux participants qui donnent la richesse des données qu'on peut analyser. Solange m'a demandé de faire la présentation en entier, mais elle va se joindre à moi pour la période de questions. La recherche qu'on vous présente aujourd'hui, elle a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. C'était une subvention là, qui comprenait plusieurs parties. Une partie de l'équipe a travaillé à faire un portrait des personnes aînées francophones en Ontario, mais le projet spécifique que je vous présente aujourd'hui sur l'expérience des soins il a été mené en collaboration avec les entités de planification des services en français et par l'équipe de recherche là, qui est présentée dans la partie verte de la diapositive. Donc, ça comprenait des chercheurs qui sont membres du groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire, qu'on appelle le GREFOPS. Donc, Louise Bouchard, Catherine Sauvé-Schenck, Solange Van Kemenade, José Benoît et moi-même. Et Louise et moi, on était co-titulaires de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa et de l'Institut du Savoir-Montfort sur la santé des francophones de l'Ontario de 2019 à 2024 au moment de l'étude. Donc, comme on a dit tantôt, maintenant, je suis retraitée. Donc, je vais commencer par vous parler du contexte de l'étude. Donc, le contexte de la population francophone, selon Statistique Canada, la population francophone représente environ 3,4 % de la population totale de l'Ontario
ou si on ajoute les gens qui ont le français et l'anglais comme première langue officielle parlée, donc qui ont appris le français et l'anglais en même temps, puis utilisent les deux langues à la maison, on arrive à ça forme 4,1% de la population. Et on dit que 21% de la population francophone est dans la tranche d'âge de 65 ans et plus. On dit aussi que la population francophone vieillit plus rapidement que l'ensemble de la population canadienne ou même de la population ontarienne. Donc, puisque cette population est vieillissante, ça exige une planification adéquate des soins qui sont offerts aux aînés en tenant compte des besoins linguistiques de ces personnes. Et il y a plusieurs études qui démontrent l'impact des barrières linguistiques sur la qualité et la sécurité des soins, mais au moment où on a commencé l'étude, il n'y en avait pas qui investiguaient cet aspect-là spécifiquement dans les soins de longue durée. Qu'est-ce qu'on entend par soins de longue durée? On entend les personnes qui nécessitent là, des soins à long terme. Donc, ça peut être des soins à domicile. C'est habituellement l'option privilégiée. Les personnes aînées disent toutes qu'elles préfèrent vieillir à la maison. Mais lorsque ce n'est pas possible, on doit avoir accès à des foyers de soins de longue durée qui sont à la fois des milieux de soins, mais aussi des milieux de vie. Et pour les francophones, ça veut dire un milieu de vie aussi où on peut continuer à vivre en français. Santé à domicile Ontario, où avant c'était santé, services de soutien à domicile et en milieu communautaire. Il y en avait dans chaque région, dans chacune des 14 régions de l'Ontario. Maintenant, ça a été regroupé administrativement en une seule agence qui s'appelle Santé à domicile Ontario. Et depuis toujours, là, c'est une agence unique qui gère à la fois les demandes d'admission en foyer de soins de longue durée et les demandes pour les services à domicile. Puis pour les services à domicile, habituellement, Santé à domicile Ontario offre pas elle-même les services, mais elle sous-contracte avec des agences privées, soit des agences à but lucratif ou d'autres qui sont des organismes communautaires à but non lucratif. Dans certains cas, Santé à domicile Ontario va offrir elle-même les services à domicile dans les régions où il n'y a pas d'agences qui peuvent le faire habituellement. Donc, le contexte des services en français maintenant, on sait qu'en Ontario, on a la loi sur les services en français. Ça s'applique aux services des ministères et agences du gouvernement. Par exemple, si vous voulez renouveler votre carte d'assurance maladie ou votre permis de conduire, vous faites affaire directement avec un ministère. Si vous êtes dans une région désignée, vous pouvez le faire en français. Mais pour les services de santé, c'est pas tous les fournisseurs de soins de santé qui doivent offrir des services en français dans une région désignée. C'est seulement les fournisseurs désignés. Donc, dans notre étude, on s'intéressait aux fournisseurs de soins en foyer de soins ou en soins à domicile. Dans les foyers de soins, il y avait des foyers de soins à caractère francophone. Eux, c'est des foyers qui sont à caractère culturel. Il y en existe là pour les Ukrainiens aussi ou d'autres communautés, mais c'est des foyers qui sont reconnus comme tels par le gouvernement pour avoir un caractère francophone, mais c'est indépendant là, de la loi sur les services en santé. Puis les mécanismes de reconnaissance ne sont pas très clairs, mais c'est comme un peu historique. C'est là, c'est reconnu comme étant francophone. Et il y a les services qui sont désignés en vertu de la loi sur les services en français. La désignation, c'est une démarche qui est juridique, mais qui est aussi volontaire. Et les foyers désignés, ils s'engagent à offrir des services en français de manière constante et permanente. Oui, c'est ça. Donc, de manière constante et permanente. Puis, ensuite, il y a les services identifiés. Donc, les agences régionales de santé, les autorités sanitaires, les entités de planification des services de santé en français pouvaient juger que dans certaines régions, il y a certains types de services qui ne sont pas offerts en français, puis décider que ces agences vont devenir vont être identifiés pour éventuellement améliorer leur offre de services en français et éventuellement obtenir une désignation. On s'attendait à ce qu'un organisme identifié obtienne une désignation dans 3 à 5 ans. D'après nos entrevues, certains sont très motivés à le faire, ils sont contents d'avoir été identifiés, puis sont contents de pouvoir améliorer leur offre de services en français, mais d'autres sont plus réticents, disent qu'ils ne l'ont jamais demandé, puis que ça prend des ressources qu'ils n'ont pas, etc., etc. Et enfin, il y a les fournisseurs non identifiés. Donc, ceux-là n'ont pas d'obligation à offrir des services en français en vertu de la loi des services en français. Puis leur offre de services en français est vraiment volontaire, là, dépend de la volonté des gestionnaires en place. Juste une petite... j'ai fait... Bon, juste une
Pourquoi ça? OK, bon, ça apparaît. Donc, hier, en regardant le rapport annuel du ministère des Affaires francophones, j'ai trouvé ce petit logo. On dit que maintenant, c'est le logo pour identifier les organismes, les fournisseurs qui sont désignés. Et enfin, ah oui, j'avais les chiffres. Quand on a commencé notre étude, il y avait un rapport qui était disponible qui avait été publié en 2020 qui disait qu'il y avait seulement 3% des foyers de soins de longue durée qui étaient désignés. Il y a un nouveau rapport qui vient de sortir, on mettait ce chiffre-là à 4,7%, donc on voit qu'il y a une amélioration. La même chose pour les identifiés qui sont passés de 6 à 8,4%, et donc le nombre de non-identifiés a diminué un peu. Du côté des agences de soins à domicile, c'est beaucoup plus difficile de connaître le nombre d'agences qui sont désignées. Il n'y a pas de données spécifiques là-dessus dans les rapports gouvernementaux parce que, justement, les soins à domicile ne sont pas offerts par un seul type d'agence reconnue. Donc, beaucoup d'agences, d'organismes communautaires, d'agences privées, tout ça. Alors, c'est plus difficile pour le gouvernement de créer des statistiques sur les agences qui peuvent offrir des services en français. Maintenant, ça nous amène à l'objectif de notre étude. L'objectif principal, c'était de mieux comprendre l'expérience des aînés francophones qui reçoivent des soins en foyer de soins ou à domicile en Ontario. On a pris en considération le point de vue des gestionnaires, des intervenants, des bénéficiaires et ou de leurs proches aidants. Et on a pris en considération le statut linguistique des foyers de soins, à savoir s'ils étaient désignés ou non ou à caractère francophone. Et si les résultats dans les diapositives portent sur les deux types de services, à domicile et en foyer, on m'a dit qu'au Conseil des familles, vous étiez plus concernés par ce qui se passe dans les foyers. Alors, je vais passer un peu plus de temps sur ces résultats. La méthode, c'est une approche qualitative. On a réalisé 90 entrevues avec 4 catégories de participants, donc les gestionnaires, les intervenants, les résidents ou en soins à domicile, les bénéficiaires et ou leurs proches aidants, ainsi que les personnes ressources des entités de planification des services en français. Comme vous voyez, le total à la fin, ça fait un petit peu plus que 90, mais c'est parce que les personnes des entités de planification des services en français, c'est les mêmes personnes qui ont été rencontrées une seule fois pour nous parler à la fois des soins à domicile et des foyers de soins. Maintenant, dans notre étude, pour la partie foyer de soins, il y a 45 personnes qui ont relaté leur expérience alors qu'elles œuvraient, qu'elles travaillaient là, ou résidaient ou avaient un proche qui résidait dans un foyer de soins de longue durée, un parmi les 21 foyers différents d'où on a obtenu des participants. Donc, vous voyez sur la carte qu'on a des gens de vraiment partout en Ontario, partout où il y a des petits points rouges, là, presque toutes les régions sont représentées. Parmi ces foyers-là, ces 21 foyers-là, il y en avait un à caractère francophone, 6 désignés, 6 identifiés, 10 non identifiés. Parmi les foyers désignés, il y en a quelques-uns où c'était seulement une aile ou une unité qui était désignée, donc qui s'était désignée partiellement. On voit que la taille variait, là, allant d'un foyer de 25 lits à 350 lits et que la présence de résidents francophones dans ces foyers était vraiment variable aussi. Il y en a où c'était presque 90%, puis il y en a c'était peut-être 5 ou 6% de leur population. Pour ce qui est de la partie soins à domicile, on a 40 participants qui ont relaté leur expérience dans 18 agences différentes. Il y en a 6 qui étaient désignés. Et le nombre de bénéficiaires francophones de ces agences-là, on n'avait pas de données là-dessus. Certaines agences couvrent plus qu'une région, donc c'était moins facile de les représenter sur une carte, là, mais on peut vous dire qu'on avait des participants de l'Ouest, de Toronto, de l'Est et du Nord de l'Ontario. Lors des entrevues, on a abordé les thèmes suivants. L'offre de services en français, les défis linguistiques, les incidents critiques, les stratégies utilisées pour surmonter les barrières linguistiques, les améliorations possibles aux services en français. Puis on leur demandait aussi s'ils voyaient des obstacles pour implanter ces améliorations. La majorité des personnes rencontrées nous ont mentionné être très conscientes de l'importance de recevoir des services dans sa langue. Ça, c'est vrai autant dans les foyers de soins que dans les services à domicile. Même si les exemples donnés sont différents, ils expriment là, la même conscience d'un besoin. Donc, une gestionnaire nous dit, surtout quand on a des patients qui ont un petit peu de démence, qui ne sont pas certains où est-ce qu'ils sont, d'entendre quelque chose dans leur langue, ça leur donne tellement un sens de confiance puis une paix.
Une intervenante nous dit, je vais vous le lire en français, même si c'est écrit en anglais, là, nous dit, ils écoutent mieux quand on leur parle dans leur langue. C'est un bonus. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. En soins à domicile, une intervenante nous dit un peu la même chose, là, que c'est un plus grand confort de pouvoir s'exprimer dans sa langue, puis qu'on va avoir une meilleure... la personne va nous donner un peu plus de feedback, donc on va avoir une meilleure idée de sa situation si on peut parler dans sa langue. Et une autre intervenante en foyer de soins qui nous dit ça peut être difficile de donner des soins intimes avec une barrière de la langue au milieu du soin. Les résidents ont besoin de comprendre ce que nous faisons et souvent c'est en leur expliquant étape par étape, en leur disant ce que nous faisons en même temps que nous le faisons. S'il y a une mauvaise compréhension, ça peut devenir difficile. Et en soins à domicile, la gestionnaire nous parle de la gêne de demander de l'aide, donc de l'importance de pouvoir l'exprimer avec les nuances de sa langue maternelle. Puis elle parle aussi de l'importance de la langue pour les évaluations cognitives. Elle dit que quand on fait l'évaluation dans une langue qui n'est pas notre première langue, ça peut être moins efficace parce qu'il y a des nuances dans la langue. Donc ça, c'est aussi vrai, ça s'appliquerait aussi en foyer de soins de longue durée pour lorsqu'il y a des évaluations cognitives qui sont faites. Et parce qu'ils sont conscients là, de l'importance de la langue dans les soins, autant les gestionnaires que les intervenants qui travaillent en soins à domicile, ceux qui font les évaluations pour les demandes de soins, de foyers de soins, nous ont dit que c'était important pour eux de noter la langue du bénéficiaire dans les évaluations qu'ils font, que ceux qui reçoivent les demandes d'admission en foyer de soins nous ont dit aussi que la langue était toujours notée dans le dossier de soins qu'ils recevaient. Comment les fournisseurs de soins font l'offre de services en français? On s'est aperçu qu'il y a des différences entre les catégories de fournisseurs de soins. Les foyers désignés et ceux à caractère francophone ont en général une capacité plus élevée à offrir des services en français. Elle est généralement soutenue par un personnel majoritairement bilingue et une culture organisationnelle favorable à l'offre active. Et ces milieux désignés et à caractère francophone, ils essaient de créer un milieu de vie francophone en offrant des activités qui correspondent à la culture francophone au niveau des loisirs, de la musique, des repas. C'est plus rare dans les foyers où il y a seulement une unité qui est désignée. C'est plus difficile pour eux d'offrir beaucoup d'activités de loisirs en français parce qu'habituellement, la façon dont les services de loisirs sont organisés, il y a un service de loisirs pour toute la résidence. Alors, ils ne vont pas faire des activités juste pour une aile ou ils vont le faire moins souvent, moins fréquemment. Il va y avoir beaucoup d'activités qui vont être pour tout le monde et ces activités-là sont en anglais. Mais dans les foyers qui sont entièrement désignés ou à caractère francophone, il y avait un accent assez important mis sur les activités de loisirs en français. Pour les foyers identifiés, l'offre de services en français, elle est partielle, mais habituellement, il y a des stratégies compensatoires qui sont mises en place alors qu'on ne peut pas avoir tout le personnel bilingue. Donc, on va faire le jumelage. Souvent, les préposés travaillent en groupe de 2, donc on va jumeler une préposée francophone avec une unilingue anglophone pour s'assurer qu'un bénéficiaire francophone ne recevra pas les services d'un groupe de 2 personnes unilingue anglophone. Dans les foyers non identifiés, les services étaient majoritairement en anglais. Il y avait une offre occasionnelle de services en français, mais celle-ci n'était pas planifiée. Elle dépendait plutôt de la présence par hasard d'une personne francophone cette journée-là sur cet étage-là. Pour les soins à domicile, c'était un peu la même chose. Les fournisseurs désignés ou les services qui étaient offerts par des organismes communautaires francophones, bien, il y avait plus de services en français. Et les agences désignées, il y en a qui nous disaient qu'ils favorisent le bilinguisme, mais ça ne semblait pas être une priorité, là, même s'ils le favorisaient. Et en contexte de pénurie de personnel, ils disaient que c'était difficile de recruter du personnel bilingue. Cette dernière observation de pénurie de personnel, de difficulté à recruter du personnel bilingue, ça nous a été mentionné dans tous les types de foyers de soins de longue durée et de services à domicile, même ceux qui sont désignés, qui en font une plus grande priorité, mais ils nous disent que c'est quand même difficile de combler tous les postes bilingues, surtout dans le cas d'absence du personnel. Les défis qu'ils ont observés, les défis qui sont observés par les gestionnaires et les intervenants dans les foyers désignés et ceux à caractère francophone,
Il y a des difficultés qui sont observées reliées à la diversité des accents et à la fluidité du français parlé parmi le personnel. Donc, les résidents ont parfois de la difficulté à comprendre certaines personnes, même si elles s'expriment en français. Et puis, il y a des défis lors d'absence du personnel bilingue. Il dit que quand on fait affaire à des agences de placement pour le remplacement, puis on n'a pas le choix en contexte de pénurie de personnel, mais parfois, on n'arrive pas à avoir des remplaçants bilingues. Dans les foyers identifiés et non identifiés qui avaient moins de personnel bilingue, on disait que le principal défi, c'était la communication avec les personnes aînées francophones dont le déclin cognitif progresse, ce qui tend à réduire leur capacité à s'exprimer dans une langue seconde. Donc, parfois, des personnes qui étaient bilingues au moment de l'admission le sont moins au fur et à mesure que leur maladie progresse. Et dans les foyers non identifiés, si certains intervenants ont dit avoir les mêmes défis que dans les foyers identifiés, d'autres disent qu'il n'y avait pas de problème, pas de défi, parce que tous les francophones parlent aussi l'anglais. Il y a des défis qui étaient communs aux foyers de soins de longue durée et aux services à domicile, entre autres le défi de l'information imprécise dans les références. Je n'avais pas de place à le mettre dans la colonne foyer de soins de longue durée, mais les deux nous ont dit que parfois l'information qu'on retrouve dans la formule de référence n'est pas précise. En soins à domicile, on nous a dit une fois, on avait prefers French dans le formulaire de référence. Donc, c'était une demande assez urgente, puis on n'avait pas de personnel francophone. On a envoyé quelqu'un d'anglophone, puis rendu là, la personne ne pouvait pas parler avec le bénéficiaire parce que le bénéficiaire ne parlait pas du tout anglais, alors que c'était juste écrit prefers French. Et dans les foyers, l'exemple qu'on a eu, c'est que quelqu'un où c'était écrit souvent c'est écrit parle français et anglais dans la référence. Donc, quand c'est écrit juste parle français et anglais, ça ne nous dit pas, même si la personne parle les deux langues, ça ne nous dit pas s'il y en a une qu'elle préfère par rapport à l'autre. Donc, on nous disait qu'on a besoin de valider l'information reçue pour élaborer un meilleur plan de soins. Et l'autre défi commun, c'était le défi de l'interprétation. Dans tous les cas, les intervenants nous disent qu'ils qui sont appelés à aller interpréter des choses pour parler avec des collègues qui ne peuvent pas parler français. Donc, par exemple, en foyer de soins, souvent on m'appelle pour aller aider avec une personne francophone sur un autre étage. Ces défis-là d'interprétation, dans d'autres études antérieures, on avait lu que ça peut augmenter la charge de travail des intervenants, puis il y a des intervenants qui hésitent à s'afficher francophones parce qu'ils ne veulent pas augmenter leur charge de travail. Mais dans notre étude, ce n'est pas ressorti. Ça. Les personnes qu'on a rencontrées ne s'en plaignaient pas. Elles semblaient plutôt le faire avec joie parce qu'elles étaient conscientes là, de l'importance de voir des services dans sa langue. C'est sûr que c'est peut-être une limite de notre étude. Là, on ne peut pas forcer personne à participer à une recherche. Alors, les personnes qui ont participé à notre recherche, c'était probablement des gens qui sont conscients de l'importance de la langue, sinon ils n'auraient pas accepté de participer à notre étude. Mais n'empêche qu'on a remarqué que plusieurs personnes se faisaient une joie là, de faire l'interprétation en cas de besoin. On a demandé les conséquences des barrières linguistiques. Donc, la première conséquence qui est apparue dans les deux types de milieux, c'est que la présence de barrières linguistiques augmente le fardeau pour les aidants. Une proche aidante nous dit, ils ont dû m'appeler une couple de fois pour que je monte parce que maman ne voulait pas se coucher ou ne voulait pas se mettre en pyjama. Eux avaient de la misère à s'exprimer, bien qu'en anglais, ils s'exprimaient comme il faut, puis maman ne comprenait pas ce qui se passait. Une autre aidante nous dit que pendant la pandémie de COVID-19, ils m'ont appelé pour aller prendre soin de ma mère parce qu'il n'y avait personne qui pouvait communiquer avec elle. Mais c'était de me demander quelque chose à moi que je ne pouvais pas faire. Puis ensuite, elle nous parle du traumatisme qu'elle a vécu, à voir tout le monde qui mourait là, pendant la pandémie alors qu'elle n'avait pas été préparée à ça. En soins à domicile, une proche aidante nous dit, c'est juste le temps de répit que j'ai. Je ne peux pas partir parce qu'il y a un problème de communication entre les deux, donc entre la personne qui est envoyée pour faire le répit et la personne qui a besoin de soins. Donc, ce n'est pas vraiment du répit si elle ne peut pas partir de la maison. Et une autre qui nous parle de sa mère qui devait avoir 2 bains par semaine puis qui refusait le bain du lundi. Elle dit, je lui ai posé des questions. Puis j'ai compris que c'était parce que la préposée était anglophone. Donc, présentement, c'est moi qui lui donne son bain le dimanche parce qu'on ne peut pas avoir une autre personne francophone. Alors, c'est tous des exemples qui montrent le fardeau pour les aidants. Une autre conséquence des barrières linguistiques qui était présente aussi dans les 2 catégories de milieux, c'est que les barrières linguistiques génèrent du stress, de l'angoisse et de la frustration pour les bénéficiaires, mais aussi pour les intervenants. En foyer de soins de longue durée, elle nous parle de la difficulté à comprendre les résidents en détresse et à apaiser la situation.
et puis du risque de frustration, que les frustrations deviennent des problèmes de comportement ou soient interprétées comme des problèmes de comportement, avec un risque possible d'évaluation inappropriée et de surmédication. Donc, une intervenante nous dit, il y a des, pour parler là, des situations de détresse, il y a des fois qu'ils m'ont appelé pour une résidente qui était à la porte, fâchée, fâchée, fâchée. Elle veut sortir, sortir, puis elle ne veut pas écouter les personnes qui parlent en anglais. Et en soins à domicile, on nous dit que les barrières linguistiques peuvent entraîner un désistement de la demande de soins. On l'a vu avec l'exemple de la personne qui refusait le bain parce que la personne ne pouvait pas parler français avec elle pendant celle qui venait lui donner son bain. On a demandé aux gens de nous parler d'incidents critiques. Ça permet d'aller voir un petit peu plus en profondeur là, les conséquences des barrières linguistiques. Il y a peu d'incidents critiques qui ont été rapportés par les gestionnaires et les intervenants. Les proches aidantes en rapportaient davantage. Donc, pour les gestionnaires et les intervenants, ils rapportent surtout des cas où la personne a de la difficulté à être calmée par une personne anglophone, comme l'exemple de la personne qui veut sortir dont je viens de parler. Un autre exemple, c'était une personne qui voulait aller fumer. Donc, pas le droit de fumer dans la résidence. Il fallait quelqu'un pour aller l'accompagner à l'extérieur, mais il n'y avait personne de disponible. Il y avait une personne anglophone qui essayait de l'expliquer. Le résident devenait de plus en plus émotif. La gestionnaire nous dit, comme je n'avais pas d'intervenant francophone, moi, je peux parler français. Je suis allée parler avec lui. Puis bon, la personne s'est mise à parler avec moi. Donc, on a réussi là, à diminuer un petit peu la tension au moins, même si on n'a pas réussi à l'amener fumer. Les proches aidants, pour leur part, ils rapportent surtout des inquiétudes quant à la possibilité d'une mauvaise évaluation. On a un exemple d'une aidante qui a expliqué que ses parents avaient fait plusieurs chutes. Puis elle se demandait comment les infirmières pouvaient bien évaluer la situation. Elle dit, tu sais, c'est bien beau de prendre la pression puis son pouls, mais leur demander des questions. Donc, elle se demandait comment ils faisaient pour le faire s'ils ne parlaient pas français. Et une autre qui nous parle d'une évaluation du comportement de sa mère qui avait mal réagi lorsque sa compagne de chambre voulait garder la fenêtre ouverte. Donc, elle nous dit quelques jours après, ils ont voulu passer une évaluation pour son comportement, comme ce n'était pas logique que ma mère se fâche. Et puis, la dame qui s'occupe des comportements, elle était anglophone. Et puis là, elle s'est présentée, puis elle a fait l'évaluation en anglais. Ça n'a pas fonctionné. Dans les soins à domicile, c'est encore la même chose. Les proches aidants ont rapporté davantage de situations critiques. Mais j'ai mis ici une citation d'une intervenante qui rapporte elle dit, ma cliente essayait de s'exprimer à la personne qui lui donnait son bain que l'eau était trop chaude. Elle n'arrivait pas à s'exprimer parce que la personne qui donnait le bain était anglophone. Donc, elle a commencé à crier. Puis là, l'auxiliaire pensait que la personne criait après elle. Donc, cet exemple-là, ça illustre encore l'importance de la bonne communication, de la bonne compréhension dans les soins intimes. Quelque chose qui pourrait surprendre, là, parce qu'on se dit que c'est des gestes techniques, mais c'est des gestes techniques qui demandent aussi une bonne communication. Et les bénéficiaires et les proches aidants ont surtout rapporté des incidents critiques en cas d'incompréhension là, de certaines instructions ou de situations d'urgence, par exemple. Une proche aidante nous rapporte que le lifeline de son parent s'est déclenché accidentellement et que quand ils ont commencé à parler avec les gens du lifeline, ils parlaient seulement en anglais. Elle dit, là, c'était pas grave parce que c'était une fausse alerte, une fausse alarme, mais si ça avait été une vraie situation d'urgence, ça aurait pu être critique parce que mon père ne pouvait pas parler en anglais. Les stratégies, quelles sont les stratégies que les fournisseurs de soins ont pour offrir des services en français ou surmonter les barrières linguistiques? Donc, il y a certaines stratégies qui sont communes aux deux milieux de soins. On parle de valider la langue de compétence et la langue de préférence du bénéficiaire là, pour arriver à un meilleur plan de soins. On parle d'améliorer le recrutement de personnel bilingue. On parle de mesures incitatives pour aider le personnel dont les capacités en français sont minimales à améliorer ses capacités. On parle de recourir à l'interprétation formelle. Donc, on fait souvent appel à des collègues ou à la famille pour faire l'interprétation. Quand ce n'est pas possible, on utilise de plus en plus des approches de traduction parce que des applications de traduction, je veux dire, excusez-moi. Donc, parce que ces applications sont devenues un peu meilleures là, avec le temps. Donc, maintenant, ils fonctionnent un peu mieux qu'avant. La traduction est un peu plus adéquate. Et dans plusieurs cas, on utilise aussi le langage non verbal, les gestuels, la démonstration, les images lorsque c'est nécessaire. Des stratégies qui sont plus spécifiques au foyer de soins de longue durée.
On a le pairage de préposés, là, donc de faire travailler un préposé bilingue avec un préposé non bilingue. On a des intervenants qui nous disent que lorsqu'ils sont dans un foyer où il y a plusieurs personnes qui parlent français, ça les motive à apprendre un peu de français. Donc, ils nous disent qu'ils peuvent pratiquer le français avec les résidents, que les résidents sont habituellement très heureux de les aider à améliorer leur français, à trouver le mot qui leur manque, etc. On a aussi l'utilisation de cartes mémoire. Donc, certains intervenants ont créé des cartes où d'un côté, ils écrivent le mot en anglais, puis de l'autre côté, ils l'écrivent en français. Donc, ils peuvent écrire, par exemple, meal time, donc c'est le temps de manger, puis ils peuvent montrer le mot en français. Ils peuvent choisir le mot en anglais que eux veulent dire, puis le montrer en français aux résidents pour les résidents qui sont encore capables de lire. Il y a l'affichage des routines aussi. Donc, dans certains cas, dans le cahier de soins du résident, on va commencer par demander aux familles de nous décrire les routines du résident, qu'est-ce qu'il aime, ses préférences, puis on va l'écrire dans le cahier de soins en français et en anglais pour que le personnel soit capable de le lire puis de bien le comprendre en anglais, mais aussi qu'il ait accès à du vocabulaire en français pour pouvoir en parler avec les résidents au besoin. Et dans d'autres foyers, on parle aussi d'inviter des écoliers pour des activités intergénérationnelles, des stagiaires, pour faire leur stage dans le foyer et des bénévoles. Donc, si on recrute ces personnes-là dans des écoles francophones, on a des personnes qui sont bilingues pour pouvoir interagir avec nos résidents francophones. Maintenant, on a demandé aux gens de nous dire comment on pouvait améliorer les services en français. On a reçu plusieurs suggestions. Parmi celles-ci, tout le monde a mentionné qu'il faudrait faire plus d'efforts pour se doter de personnel bilingue. Dans les foyers qui sont désignés, qui ont déjà une grande quantité de personnel bilingue, on parle de faire des efforts pour élargir ces services-là, aller chercher des services bilingues, même pour des services qui sont moins fréquents. Par exemple, des services qui sont aussi offerts par des agences externes comme la coiffeuse, les soins des pieds, alors que dans ceux qui ont déjà de la difficulté à obtenir là, des services de base en français, on parle d'avoir plus d'infirmières, de préposés, d'intervenants à loisirs qui sont francophones ou bilingues. Les intervenants, il y en a plusieurs qui nous ont indiqué un intérêt à suivre de la formation linguistique si elle était offerte en milieu de travail. On souhaite que les formulaires de référence fournissent une information plus précise sur les préférences et compétences linguistiques des bénéficiaires. On dit qu'il faut augmenter les pratiques d'offres actives pour qu'elles soient plus constantes. Il faut faire plus de sensibilisation, plus de formation à l'offre active. On nous dit aussi que les fournisseurs de soins doivent tisser des liens plus serrés avec leur communauté francophone pour avoir une meilleure connaissance de ces communautés-là, donc une meilleure connaissance des besoins, mais aussi des ressources disponibles dans la communauté, les écoles francophones, les groupes musicaux qui pourraient venir nous aider avec les activités de loisirs, etc. Pour les organismes qui ne l'ont pas déjà, on nous dit que ils devraient pouvoir offrir la documentation en français, avoir leur site web en français, donc surtout pour les organismes identifiés, parce que les désignés, c'est déjà un critère pour être désigné, d'avoir cette information en français. Les intervenants ont mentionné qu'ils aimeraient mieux connaître les ressources disponibles pour faciliter l'offre de services en français, donc avoir des formations sur les programmes d'activité disponibles en français ou sur les applications technologiques de traduction, savoir comment les utiliser, ce serait quelque chose qui pourrait les aider à améliorer l'offre de services en français. Les proches aidants nous ont dit que ce serait important aussi d'avoir des gestionnaires ou des coordonnateurs de soins bilingues parce que ces personnes-là seraient peut-être plus portées à faire des efforts pour améliorer l'offre de services en français. Et certains ont mentionné que les organismes communautaires francophones devraient jouer un rôle plus actif aussi dans l'offre de services en français. Il y a une intervenante qui nous dit, bien, des fois, les foyers veulent avoir un francophone sur un comité, mais il faut qu'il y ait des gens qui se portent volontaires pour être francophones sur ces comités. Maintenant, quand on leur a demandé s'il y avait des obstacles à mettre en œuvre ces améliorations, bien, tout le monde nous a parlé de la pénurie du personnel en général dans le secteur des soins de santé et de la pénurie de personnel bilingue en particulier. Par exemple, cette gestionnaire qui nous dit bien sûr, ce serait bien là, d'avoir des postes désignés francophones, mais bien sûr, ça serait une amélioration, mais avec la pénurie de personnel dans le moment, bien, ce serait vraiment un défi de réussir ça.
Il y a des gens qui nous ont parlé de manque de documentation dans les langues officielles et de ressources techniques. Par exemple, les intervenants vont souvent utiliser des programmes d'activités spécialisés adaptés aux personnes atteintes de démence. Il y en a plusieurs qui sont faits aux États-Unis ou dans le reste du Canada anglais, puis ils nous disent que c'est difficile d'avoir autant de programmes en français. Ils aimeraient avoir plus de ces programmes-là en français qui facilitent leur offre de services. Il y a aussi la nouvelle loi sur les soins de longue durée. Donc, les gens nous ont dit à propos de cette loi-là, avec les récents changements dans la législation provinciale, même si vous avez des lits désignés, la priorité doit être donnée aux gens qui appliquent pour un foyer qui arrive de l'hôpital. Donc, même si j'ai 37 lits désignés, on parle de ces lits désignés, on a environ 12 personnes qui sont sur notre liste d'attente depuis plus qu'1 an pour avoir accès à ces lits-là. Mais quand on a un lit libre, la priorité est donnée aux gens qui arrivent de l'hôpital en crise. Une proche aidante sur le même sujet nous dit qu'elle craint que la culture francophone du foyer où se trouve sa mère se perde s'il y a plus de patients non francophones qui sont admis dans les lits qui devraient être réservés à des francophones. On nous a aussi mentionné l'absence de coordination, de partenariat ou de collaboration. Donc, c'est surtout les entités de planification des services en français, mais aussi des intervenants qui ont souligné que cette absence de coordination, ça faisait qu'il y a certains foyers qui sont plus isolés et qui ont plus de misère qui ne peuvent pas se partager, en fait, les bonnes pratiques là, et les ressources qu'ils ont pour offrir des services en français. Et on a aussi parlé de la lourdeur des processus pour obtenir la désignation. C'était mentionné beaucoup par les gestionnaires de services identifiés. Ils nous disent, bien, il y a plusieurs critères à rencontrer pour devenir désigné. Ça prend quelqu'un qui s'occupe de mettre en place les procédures et politiques, puis on n'a pas toujours le temps de le faire, puis on n'a pas non plus l'argent pour engager quelqu'un d'autre pour le faire avec nous, pour nous aider à le faire. On n'a pas toujours l'argent pour traduire nos documents. Il y a bien sûr des services de traduction qui sont disponibles au ministère ou dans les RLIS, les entités régionales, mais ces ressources-là sont surchargés, donc ils n'ont pas toujours le temps. Alors, des fois, il faut payer pour faire nos propres traductions, puis on n'a pas les ressources. En conclusion, les points saillants de notre étude, c'est qu'on a rencontré des gestionnaires et des intervenants qui reconnaissent l'importance de la langue pour les soins. Bon, mais on a vu quand même que ça pouvait être encore renforcé. Il y a quelques intervenants qui nous ont dit que l'offre de services en français n'était pas nécessaire parce que les francophones sont tous bilingues, mais sont plus rares dans notre étude. Mais sûrement que, comme j'ai dit, à cause des limites là, de qui a participé à notre étude, c'est encore une réalité qui est présente, peut-être plus que ce qu'on a vu dans l'étude. On a vu aussi que la désignation est associée à une plus grande probabilité d'offrir régulièrement des services en français, mais on a rencontré des foyers identifiés et non identifiés qui se disent prêts à mettre en œuvre certaines mesures pour accroître leur offre de services en français. Ils veulent faire les efforts, par contre, il y a des obstacles qu'on a mentionnés à la diapo précédente qui ralentissent cette mise en œuvre malgré qu'ils en reconnaissent l'importance. Et à partir des résultats de notre étude, on a pu émettre certaines recommandations. Donc, pour les autorités sanitaires, on recommande qu'ils facilitent le processus de désignation en fournissant un accompagnement puis des ressources aux fournisseurs de soins qui sont identifiés pour devenir désignés, donc les aider à cheminer vers la désignation. Il faut aussi faciliter l'aiguillage des francophones vers les ressources qui offrent des services en français. Pour ça, il faut améliorer la gestion et la centralisation des données sur les ressources francophones disponibles. Il faut aussi former les coordonnateurs de placement à offrir activement la possibilité d'être dirigés vers un foyer francophone ou un foyer offrant des services en français. Il faut assurer que la procédure d'attribution des lits en foyer de soins de longue durée ne limite pas l'accès des personnes francophones aux lits désignés. Sur ça, j'ai vu annoncer en novembre 2014, donc il y a exactement 1 an, un projet pilote qui allait permettre, là, à besoin égal, donc quand il y a un lit qui se libère, qu'on ne soit pas obligé de prendre la première personne sur la liste d'attente qui arrive de l'hôpital, mais qu'on puisse regarder dans les hôpitaux s'il y a des personnes francophones qui pourraient bénéficier d'un lit francophone. Par contre, depuis la publication de l'annonce du projet pilote, j'en ai pas vu de suivi. Il n'y a pas de rapport qui a été publié sur les résultats de cette initiative. Pour les administrateurs de foyer,
Il faut renforcer les pratiques qui favorisent l'offre active, par exemple, identifier le personnel bilingue, donc que ce soit visible soit pour les résidents ou pour leur famille qui, dans le personnel, est bilingue. Il faut faire un meilleur jumelage linguistique là, entre le personnel bilingue et les résidents francophones. Il faut déployer des stratégies pour qu'il y ait du personnel bilingue dans toutes les plages horaires, pour que les services en français soient disponibles de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine, et faire plus de formation à l'offre active pour leur personnel. Il faut adopter des stratégies durables pour faire face à la pénurie de personnel, incluant le perfectionnement linguistique. Donc, quand on engage des personnes qui sont légèrement bilingues, mais pas parfaitement, il faut pouvoir leur offrir du perfectionnement linguistique. Il faut plus de partenariats avec les établissements francophones de formation postsecondaire parce qu'offrir des stages dans un foyer de soins francophone, ça peut faciliter le recrutement de personnel francophone à la fin de leurs études parce qu'ils connaissent déjà notre foyer. Il y a plus de chances qu'ils fassent une demande pour venir y travailler. Puis il faut peut-être des incitatifs financiers ou professionnels pour attirer et retenir les intervenants bilingues. Certains nous ont dit qu'ils perdaient leur personnel bilingue des fois parce que parfois, les salaires sont meilleurs en hôpital qu'en foyer de soins. Les foyers peuvent aussi faire appel à des ressources existantes pour favoriser l'offre d'activités en français. Par exemple, mettre la télévision en français, ça coûte pas cher. Il s'agit de regrouper les francophones dans un même coin pour pouvoir leur permettre d'écouter des postes de télévision francophones, avoir recours à plus de bénévoles ou à des artistes locaux qui proviennent de la communauté francophone aussi. Ça coûte pas plus cher que de faire appel à des bénévoles anglophones, mais ça peut aider à augmenter les activités en français. Et puis, ils devraient participer à des réseaux de collaboration pour le partage de ressources en français. Donc, ce travail en réseau faciliterait l'exploration des ressources qui sont utilisées dans les autres foyers en Ontario ou même encore au Québec pour améliorer leurs ressources pour offrir des services en français. Et pour les familles et la communauté francophone, on dit que les acteurs communautaires peuvent sensibiliser les membres de la communauté à l'impact des barrières linguistiques sur la qualité et la sécurité des soins et sur les ressources disponibles en français pour aider les familles à faire des choix plus éclairés. Les acteurs communautaires doivent continuer à revendiquer des services en français de qualité et à sensibiliser les foyers à l'importance de la concordance linguistique. Les membres des communautés francophones, incluant les familles et les personnes proches aidantes, peuvent s'engager plus activement dans les instances de gouvernance des foyers, comme les conseils de famille, les comités de qualité, les conseils d'administration, et ainsi collaborer à la mise en œuvre d'initiatives locales en matière d'amélioration des services en français. Et les familles et les proches aidants, je suis sûre qu'ils le font déjà, ils appuient les personnes aînées dans la défense de leurs droits linguistiques et dans l'identification de solutions concrètes pour les problèmes qui se présentent pendant que la personne est en résidence. Donc, ça termine la présentation. On veut remercier nos partenaires ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la recherche, les proches aidants, les bénéficiaires, les gestionnaires et les intervenants. Et on est prêt à répondre à vos questions. Je ne vois pas de questions dans la boîte. Je ne sais pas si la boîte est ouverte. En fait, moi, j'en aurais une. Je suis vraiment intéressée à aller lire votre rapport de recherche. Donc, Oui. est-ce qu'il est déjà disponible? Si oui, où? Ou sinon, on nous envoie le lien. OK. Je vais mettre le lien dans le chat. Il va être disponible probablement lundi prochain. Là. On l'a envoyé chez une graphiste, puis bon, il y avait des petites coquilles encore à j'aurais aimé qu'il soit disponible dès maintenant, mais il va être disponible la semaine prochaine. Je vais aller vous mettre le lien dans le chat. Parfait. Merci, Jacinthe. Tu partages encore ton écran, on peut voir OK. ton... Ah, bon, je vais le. arrêté. Je pensais que je l'avais arrêté, mais il ne l'a pas fait. OK. Bon. Il y avait Chantal qui a Merci. levé la main. Chantal, je vous ai donné l'accès à la parole si vous voulez Est-ce que vous le m'entendez? poser à... Oui. Oui. Je suis une collègue de Sylvie, une agente de planification pour la région du Nord-Ouest et merci beaucoup pour la belle présentation. Moi aussi, j'aimerais également voir le rapport et je me demande si vous seriez jamais intéressé de faire une présentation en anglais parce que je trouve que ça aurait vraiment un impact
venant de vous, euh, car c'est nous, comme entité, qu'on on lance souvent ce même message, puis on a rarement des études comme ça qui renforcent les messages que nous, c'est sûr qu'on supporte, là. Donc, Oui, on pourrait faire une présentation en anglais. Il faudrait nous donner le temps de la traduire un petit peu, là. Donc, pas demain matin, mais non, non, dans quelques semaines, oui, on pourrait le faire juste à communiquer avec nous. ce serait plutôt pour les administrateurs, administratrices Mhm, de téléphone, puis on pourrait mhm. probablement regrouper euh, plusieurs dans notre région. Oui, Et oui. bien que ça soit pas quelque chose que vous devez répéter, mais je vais devoir en parler avec mes collègues et notre direction régionale, mais ça serait super bien, merci. Excellent. Je pense que c'est Nicole qui a levé sa main. Oui, Donc, Nicole, si vous voulez poser votre question, allez-y. ben, dans la même ligne d'idées, cette présentation-là pourrait être présentée dans des formations de sciences infirmières, disons, à l'université, même en médecine. Ça pourrait faire partie d'une heure de leur formation à quelque part. Mhm. Tous les professionnels, les intervenants de la santé. Oui. Je sais qu'il y a déjà des formations qui se font sur l'offre active de services en français. Après ça, pour faire cette présentation-là, il faut que les professeurs nous invitent. Mhm. Non, Oui. parce qu'on ne peut pas s'inviter nous-mêmes dans un cours, là. Les professeurs ont des Mhm. plans Non. de cours. Mais oui, moi, si on m'invite, je suis toujours prête à aller les faire, ces présentations-là. Mhm. Ou, ou je ne sais pas s'il y a un moyen d'envoyer un mot pour dire que vous êtes Oui, disponible, puis quelque chose de même, là. oui, c'est une bonne idée. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, Nicole, est-ce que vous avez d'autres Ah, questions? oui, c'est moi qui viens de parler. OK. D'accord. Donc, moi, je viens de mettre les liens dans le chat. J'en ai mis deux, là. J'ai mis le rapport de synthèse en premier. C'est un rapport d'une trentaine de pages qui fait la synthèse un peu semblable à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Un peu plus détaillé quand même qu'une présentation d'une heure, mais il y a aussi un rapport intégral. Le deuxième lien, il fait 92 pages, je crois. Donc là, il y a plus de citations. Donc, c'est beaucoup plus long, mais en même temps, vous pouvez voir beaucoup plus de témoignages dans le rapport long. Oui, au niveau des recommandations aussi, ils sont beaucoup plus détaillées. Donc, ça Mhm. donne du matériel pour une lecture plus approfondie. Je ne vois pas d'autres questions non plus. Est-ce que Jacinthe, Solange, Sylvie, vous aurez quelque chose que vous voudriez dire avant la fin? Un dernier rappel ou quoi que ce soit? Ben moi j'en ai beaucoup appris. J'aime beaucoup les témoignages que vous présentez des différents intervenants qui ont fait partie des entrevues. 90 entrevues pour moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait Waouh, c'est beaucoup! Félicitations, c'est beaucoup Mhm. de travail. Donc, je vous remercie. J'ai hâte de lire votre rapport la semaine prochaine. Puis, j'imagine que ça va être sur le nouveau site web du GriffOps. Oui, ben ça va être sur le site web du GreffOps parce que la recherche a été faite sur le GreffOps, puis ça va être aussi dans la bibliothèque du réseau Force Santé. Mais les liens que j'ai mis, c'est ceux du GreffOps. Oui. Mais oui, une fois qu'ils vont être sur le site du GreffOps, on va mettre le lien dans la bibliothèque du réseau Force Santé. Les liens que j'ai mis aussi, c'est les liens pour le rapport sur les soins de longue durée. On a fait un rapport différent pour les soins à domicile. Celui-là, il n'est pas encore mis en page par la graphiste, mais il va s'en venir, il va être disponible aussi de la même manière, une fois qu'il va être fait, celui sur les soins à domicile. Les traductions dans les deux langues officielles, Oui, en c'est ça. français. On traduit le rapport court. On n'a pas Mhm. traduit les rapports intégrales, mais les rapports courts, les rapports de synthèse vont être traduits en anglais aussi. Oui. Moi, j'ajouterais que cette étude a été, ou les rapports
Plus précisément, c'est le résultat de 3 années de recherche et c'est un domaine sur lequel il n'y avait pas de recherche. Donc, ce sont des résultats quand même assez uniques et d'une expérience assez unique aussi. Donc, ça vaut Ouais, la puis c'est peine. Solange qui. Moi, je veux remercier Solange, c'est elle qui a fait les 90 entrevues. Donc, merci beaucoup. Ça a été un C'est petit marathon, mais on a réussi. c'est beaucoup 90 entrevues pour une recherche qualitative, mais on voulait avoir des perspectives différentes. On aurait aimé au départ, on voulait avoir euh, trois foyers de soins de longue durée dans chacune des 6 nouvelles régions de l'Ontario, mais ça n'a pas été possible. Il y a comme on n'a pas eu de participants dans le nord-ouest, mais on ne peut pas forcer personne à participer. Et puis, on n'a pas eu 3 foyers dans chaque région. Au départ, on voulait avoir des intervenants, des bénéficiaires et des gestionnaires du même foyer. Ça n'a pas toujours été possible. Les gestionnaires disaient parfois qu'ils n'avaient pas le temps, que leur personnel n'avait pas le temps, qu'ils ne voulaient pas, comme ils n'ont pas pris la peine de distribuer nos annonces ou ils n'ont pas motivé leur personnel à participer. Donc, on a mis des annonces dans les bulletins, les réseaux sociaux. Donc, finalement, on a une représentation quand même assez bonne de plusieurs endroits, mais on n'a pas pu faire une comparaison de qu'est-ce que les gestionnaires nous disent, qu'est-ce que les intervenants nous disent à l'intérieur d'un même endroit. Est-ce que c'est cohérent avec ce que les familles nous disent? Ça, on n'a pas pu le faire parce que souvent, les gens venaient pas nécessairement du même endroit. Mais je tiens à remercier les conseils, les réseaux francophones, les conseils des familles qui nous a beaucoup aidés avec la diffusion, ainsi que les conseils des familles de l'Ontario qui nous a aussi aidé beaucoup avec la diffusion des annonces de recrutement pour les participants. Hmm. Ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup, Jacinthe et Solange, pour votre présentation aujourd'hui. Mais merci beaucoup aussi, bien sûr, à Sylvie. Toujours un plaisir de collaborer avec le réseau francophone des conseils de famille Ontario. Nous travaillons continuellement pour offrir du contenu en français. Alors, merci à tout le monde qui ont participé aujourd'hui. Comme mentionné au début, ce webinaire a été enregistré. Alors, ça sera disponible sur la chaîne YouTube des conseils de famille Ontario la semaine prochaine. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre hebdomadaire en français des Conseils de famille Ontario. Nous allons le mettre sur l'infolettre quand ça sera publié. Ce serait mercredi prochain. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je vous invite à m'écrire. Directement, je peux passer le message à nos conférencières et je vous souhaite une bonne reste de la journée et à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Mais merci, ça Merci. nous a fait Merci. plaisir.